Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition du soir et à la une de ce mercredi 19 octobre. Nous parlerons de l'ajout verbale à l'ONU entre le Mali et la France. En effet, le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, a renouvelé les accusations portées contre Paris à la tribune de l'ONU. La France qui, selon lui, a commis des actes graves d'agression et d'espionnage au Mali. Politique en France, l'exécutif a passé en force à l'Assemblée nationale pour faire adopter son budget 2023. À l'issue d'un conseil des ministres cet après-midi, le porte-parole du gouvernement avait déjà réaffirmé ce potentiel recours à l'article 49.3. Et vous verrez également que dans ces débats, le meurtre de Lola, 12 ans, a suscité une vague d'émotions mardi dernier au sein de l'Assemblée nationale. Enfin, guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a instauré la loi martiale dans les territoires annexés qui sont Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijia. La loi martiale entrera en vigueur dans ces territoires à partir de jeudi à minuit. Et on débute avec cette passe d'armes hier à l'ONU entre le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, et l'ambassadeur français, Nicolas de Rivière. Le Mali qui a une nouvelle fois accusé la France de violer son espace aérien et de livrer des armes à des islamistes. Des accusations catégoriquement rejetées par Paris. On fait le point sur la situation avec Aymeric Towenian. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la situation au Mali. L'ordre du jour est adopté. Mardi, à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, comme on pouvait s'y attendre, l'intervention du ministre malien des Affaires étrangères a cristallisé les attentions. Abdoulaye Diop a d'abord critiqué le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation sécuritaire au Mali dans la période de juin à septembre, avant d'accuser à nouveau la France de soutenir les groupes djihadistes qui opèrent sur son territoire. Le rapport du secrétaire général est passé sous silence. La saisine du Conseil de sécurité par le Mali, le 15 août 2022, pour ce qui concerne les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de l'espace aérien par les forces françaises. Pour apporter les preuves de ces accusations, le ministre malien sollicite une nouvelle fois la tenue d'une session spéciale du Conseil de sécurité. C'est pourquoi le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali. Des accusations balayées d'un revers de main par la France, son ambassadeur s'est dit offusqué des allégations de Bamako et répond en ces termes. Je tiens à rétablir la vérité après les accusations mensongères et diffamatoires du gouvernement de transition malien, telles que contenues dans la lettre transmise au Conseil de sécurité le 15 août et répétées à l'instant devant ce Conseil par le ministre des Affaires étrangères du Mali. L'ambassadeur français a par ailleurs rappelé que l'armée française avait été déployé au Mali il y a 9 ans à la demande des autorités maliennes de l'époque. Un déploiement qui avait permis d'empêcher Bamako de tomber dans les mains des groupes rebelles. Alors que les relations entre Bamako et ses partenaires dans la lutte contre le terrorisme sont au plus bas niveau, les groupes djihadistes continuent de semer la terreur dans le pays. Et saisi hier matin de la crise au Mali, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont salué les derniers développements politiques dans le pays. Ils se sont aussi dit très préoccupés de la détérioration des situations sécuritaires et humanitaires dans le pays. De son côté, le chef de la mission de l'ONU au Mali a réclamé au Conseil de sécurité les moyens nécessaires pour assurer son mandat. Il a évoqué les actions des groupes terroristes et les entraves aux activités de la mission. Plus d'explications avec Mathieu Nicolas. 2 jours après la mort de 4 casques bleus tchadiens au Mali, la MINUSMA s'inquiète et alerte l'ONU. Le chef de la mission onusienne au Mali, El Gassim Wane, a réclamé mardi au Conseil de sécurité la mise en place de moyens nécessaires pour assurer leurs tâches au Mali, pays où la situation sécuritaire reste volatile et où la mission affirme subir des restrictions de la part de la junte au pouvoir.
Les besoins sur le terrain dépassent de loin les capacités de la MINUSMA et ses ressources actuelles. La situation sécuritaire qui prévaut dans les régions de Ménaka et de Gao souligne la nécessité d'une plus grande coordination entre la MINUSMA et les forces maliennes. En outre, elle souligne également l'urgence d'achever le processus de DDR et de déployer l'armée reconstituée, car cela améliorera considérablement la capacité de l'État malien à relever les défis actuels. Le rapport du secrétaire général Antonio Guterres sur le Mali souligne notamment des restrictions de mouvement et d'accès rencontrées par la MINUSMA. La plupart seraient imposées par les autorités maliennes, confrontées en plus de cela à des campagnes de désinformation. La MINUSMA serait en danger au Mali. La MINUSMA est aujourd'hui une mission en danger. La menace est d'abord sécuritaire. Les groupes terroristes étendent leur emprise et font de plus en plus de victimes. Nous appelons le Mali à renouer des relations de coopération et de confiance avec ses partenaires de la sous-région pour opposer un front uni à cette menace transfrontalière. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, le Mali estime qu'il n'existe aucune volonté de restreindre les mouvements de la mission. La diplomatie malienne a fait valoir que les autorités n'avaient qu'une seule volonté, affirmer leur souveraineté sur le territoire. Le nombre de déplacés internes au Burkina Faso pour insécurité est passé de plus de 1,5 million au 30 avril 2022 à plus de 1,7 million à la date du 30 septembre dernier. C'est ce qu'a annoncé le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation dans son dernier rapport publié mardi dernier. Alors selon le rapport, près de 200 000 nouvelles personnes déplacées internes ont été enregistrées dans plusieurs localités du Burkina Faso en proie à l'insécurité. La situation sécuritaire est marquée par des attaques terroristes depuis 2015 dans plusieurs régions du pays. Et ces attaques ont fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés internes, alors que plus de 40% du territoire échappe au contrôle de l'État. En Côte d'Ivoire, les autorités ont accordé leur violon pour un retour de Charles Blé Goudé pour cet ex-ministre de la jeunesse de Laurent Gbagbo. C'est un pas de plus vers un retour dans son pays. Selon son parti Conseil pour la justice et l'égalité des peuples, l'homme a obtenu le feu vert des autorités ivoiriennes pour son retour. Il a été acquitté par la CPI il y a 1 an et demi. Charles Blé Goudé vit depuis à La Haye, aux Pays-Bas, où il ne cesse de manifester son désir de rentrer chez lui. Politique au Bénin maintenant, à 3 mois des élections législatives, les électeurs se retrouvent confrontés à des difficultés concernant leur nom sur les listes électorales informatisées et gérées par l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes. Un problème que l'agence compte bien sûr solutionner afin de permettre à ces élections de se dérouler dans les meilleures conditions. Reportage de notre correspondant local, Kevin Sonsi. En janvier 2023, le Bénin organisera les élections législatives. À 3 mois de cette échéance, le citoyen béninois peine à repérer son centre de vote ou encore éprouve des difficultés à retrouver son nom sur la liste électorale informatisée développée par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Malgré les divers services que propose l'ANIP, elle ne comble toujours pas l'attente de la population. Par rapport à ce qui se consulte déjà en ligne, j'ai déjà essayé 2 à 3 fois, mais la ligne est saturée. Donc je n'ai pas eu un résultat fiable. Maintenant, la seconde chose, je suis allé au lieu où je me suis fait enrôler. Là également, il y avait assez de monde. Donc ce que je n'ai pas pu faire parce qu'avec le temps de Covid que nous traversons, donc je me suis méfié. Et puis, je devais aussi me rendre à mon service, donc je n'ai pas pu gérer cette affaire. Sylvain Hundonoubo réside à Cotonou. Pour lui, l'accès à la liste électorale informatisée est capital. Il salue par ailleurs l'effort du gouvernement qui ne cesse de faciliter l'accès à l'information par le numérique. Ce que le gouvernement est en train de faire, ça nous favorise beaucoup la tâche. Je l'ai fait automatiquement que j'ai reçu le message sur mon téléphone. Mais j'ai tenté de cliquer sur le lien et exactement j'ai vu que mon nom est affiché sur la liste. J'ai vérifié si est-ce qu'il n'a pas changé peut-être mon centre de vote ou bien il n'a pas un souci, mais
toutes les informations étaient correctes et puis tout est au point. Si les lignes sont saturées, c'est qu'il y a quelque chose à la base qui ne va pas. Donc déjà, il faut que le service ANIP, ou c'est le gouvernement, je vais dire, puisse corriger ce problème à la base. À quelques mois des élections législatives, le Béninois invite l'ANIP pour corriger les quelques ratés observés concernant la base de données pour rendre enfin fluide l'accès aux données des citoyens en âge de voter. En attendant, la liste électorale informatisée provisoire reste affichée dans les centres de vote sur l'ensemble du territoire national. Au Tchad, à N'Djamena, la population doit faire face à de grosses inondations. Dans la ville, des digues sont érigées avec des sacs de terre et se déplacer en pirogue est devenu de mise pour quitter les zones inondées, alors que la moitié de la ville est déjà sous l'eau. Depuis une semaine, les habitants de la capitale s'organisent pour contenir le débordement du fleuve Chari. Soukaina Skali. Des maisons sous l'eau. Depuis plusieurs jours, N'Djamena, la capitale du Tchad, offre un paysage de désolation. Après les fortes inondations causées par les pluies diluviennes, une grande partie du 9e arrondissement est engloutie. Alors, comme dit Masra, ils sont plusieurs jeunes hommes à bourrer des sacs de sable et installer des passerelles pour que les habitants circulent. Depuis presque 5 jours déjà, on est en train de mettre la terre dans les sacs pour fabriquer la digue pour empêcher l'eau qui est en train de prendre l'hôpital Bon Samaritain de Walia. Des voies principales impraticables. Les habitants de la capitale tentent donc de sauver ce qu'ils peuvent. C'était hier vers minuit que l'inondation a commencé. On a sifflé pour demander de l'aide, on a ramassé des objets pour barricader, mais jusqu'à 8 heures environ, nous étions débordés. Actuellement, nous sommes dans l'eau, nous n'avons plus de force. Au total, 60 000 sinistrés ont été recensés par la mairie du 9e arrondissement. Et des tentes ont été installées sur 3 sites pour accueillir près de 2000 personnes. Pas assez pour cette habitante. Voilà, les effets sont dehors. Voilà, le monde sont dehors. On n'a même pas un endroit pour se loger. On n'a même pas de l'argent. Même la nourriture qu'on a, tout est parti. Donc, c'est à eux maintenant de voir comment on est. Depuis fin juin, plus de 340 000 personnes ont été affectées par des inondations au Tchad. Et tout de suite, le reste de l'actu internationale commenté par Noël Ndong et Lorraine Mabou. Pour la 3e fois depuis sa désignation comme médiateur de la CEDEAO dans la transition en Guinée, l'ancien président du Bénin, Thomas Boni Yayi, est arrivé mardi à Conakry pour une mission d'évaluation. La mission de Thomas Yayi Boni en Guinée intervient au moment où une équipe d'experts techniques de la CEDEAO séjourne également à Conakry depuis le 16 octobre. Les experts doivent évaluer le chronogramme de la transition. Derrière ces missions, la CEDEAO, qui envisage de prendre des sanctions contre la junte, va pouvoir apprécier la bonne foi des autorités guinéennes dans les étapes et conditions à mettre en œuvre pour un retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. Human Rights Watch a appelé mercredi à des sanctions ciblées et un embargo sur les armes au Tigré. L'ONG justifie son appel par les risques accrus que font courir aux civils de la région du Tigré l'actuelle offensive des forces gouvernementales et érythréennes. Human Rights Watch, qui appelle à mettre fin à la souffrance des civils en Éthiopie, attend des États-Unis, l'Union européenne et de l'ONU des mesures appropriées pour contraindre les belligérants au cessez-le-feu. Depuis un an, quelques 2,5 millions de personnes ont été déplacées au Tigré et dans les régions voisines de l'Amara et de l'Afar où le conflit a débordé. Le préfet du Rhône a pris 2 arrêtés ce mercredi afin de réquisitionner des personnels sur le site Total Énergie de Fézin. Il s'agit de permettre la distribution de carburant stocké sur le site depuis le début de la grève. Une 50aine de camions remplis de carburant devraient ainsi pouvoir quitter le dépôt de Fézin. Après 3 semaines de blocage, les grévistes matinaux des sites pétroliers de Total Énergie ont reconduit leur mouvement ce mercredi. À la mi-journée, la CGT a annoncé que la grève a été levée à Donge. Une bonne nouvelle à quelques jours des congés scolaires.
Toujours en France où après l'horreur du meurtre de la petite Lola âgée de 12 ans, tuée dans des circonstances monstrueuses vendredi dernier par une clandestine, l'Assemblée nationale s'est déchirée hier sur ce drame avec notamment le ministre de la Justice qui a accusé la droite et l'extrême droite d'être toujours au rendez-vous du malheur. Le point avec Soukaina Scali. Un peu de décence et respectez la douleur de la famille, Madame la Présidente. D'une affaire sordide à une affaire politique, le meurtre de la jeune Lola a agité l'hémicycle. Mardi, dans un parlement fébrile, les députés de droite et d'extrême droite ont pointé du doigt la majorité. En cause, la situation irrégulière de la principale suspecte. La suspecte de cet acte barbare n'aurait pas dû se trouver sur notre territoire, et ce, depuis plus de 3 ans. Et vous ne pourrez pas évacuer le sujet comme vous le faites en toutes circonstances et comme vient de le faire le ministre de l'Injustice en criant à la récupération et en attaquant par cet argument éculé ceux qui s'en scandalisent. 3 jours après la découverte du corps de la collégienne de 12 ans dans une malle, les policiers ont écroué une femme de 24 ans pour viol aggravé et meurtre. La suspecte, dont l'identité a été dévoilée, avait été interpellée fin août pour défaut de titre de séjour et faisait l'objet depuis d'une obligation de quitter le territoire, de quoi susciter l'ire de députés LR. Par le laxisme de votre politique d'immigration, cet enfant a été martyrisé, violé, tué par une clandestine qui faisait pourtant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le défaut d'exécution de ces décisions de justice rend votre ministère responsable de ces drames. Face aux accusations, la majorité est donc rapidement montée au créneau. Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, monsieur le député. Mardi, le président Emmanuel Macron a reçu les parents de la jeune Lola à l'Élysée. Du côté de l'enquête, des expertises psychologiques et psychiatriques doivent être encore réalisées. Et j'ajoute que c'est la fin du suspense pour l'adoption du budget 2023 à l'Assemblée nationale. Le gouvernement d'Elisabeth Borne a appuyé sur le bouton du 49.3 pour abréger les débats sur la première partie du budget pour 2023. Des débats qui ont éprouvé le camp présidentiel et frustré les oppositions. Du nouveau dans l'affaire du médicament conçu contre les problèmes de thyroïde, le Levothyrox. Le laboratoire Merck a été mis en examen. En effet, la filiale française du laboratoire pharmaceutique allemand a annoncé mercredi sa mise en examen pour tromperie aggravée dans l'affaire du changement de formule du Levothyrox, une tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé. Le juge d'instruction du pôle santé du tribunal judiciaire de Marseille a décidé de cette mise en examen après l'audition mardi du patron de Merck France. En Ukraine, où la guerre continue, la Russie reconnaît que la situation de ses troupes est très tendue, notamment dans la région de Kherson, au sud du pays. Un contexte qui a poussé Vladimir Saldo, le chef de l'administration pro-russe de Kherson, à annoncer l'évacuation dès aujourd'hui de 50 à 60 000 civils de la ville de Kherson. On fait le point sur la situation avec Mathieu Nicolas. Pour que les militaires travaillent calmement et ne s'inquiètent pas que les civils restent derrière leur dos, il faut quitter les zones que j'ai mentionnées et laisser les militaires bien faire leur travail. C'est un appel d'urgence. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux mardi, le chef de l'administration pro-russe de Kherson, Vladimir Saldo, a appelé les habitants de plusieurs zones de la capitale de la région occupée par la Russie à quitter les lieux. Les pro-russes craignent une contre-attaque ukrainienne et veulent minimiser les dégâts civils. Je décrète le déménagement volontaire et l'évacuation des habitants des districts de Berislav, Biluzerka, Oleksandrivka et Sniurivka. Tout cela se déroulera de manière organisée et sera gratuit. Ceux qui le souhaitent pourront se déplacer sur la rive gauche de la région de Kherson. Certains voudront peut-être aller plus loin dans les régions russes. Des évacuations qui concernent 4 zones de la rive droite du fleuve Dniepr et devraient prendre 6 jours selon les autorités pro-russes. 10 000 évacués par jour,
soit un total de 50 000 à 60 000 personnes. Un impératif justifié par Moscou en raison de la situation tendue autour de Kherson. L'armée russe est frappée de plein fouet par les attaques ukrainiennes. La situation dans cette zone n'est pas simple. L'ennemi frappe intentionnellement des infrastructures économiques, sociales, industrielles et des bâtiments résidentiels de Kherson. Mercredi, les autorités russes ont annoncé le début des évacuations de civils. Sur ces images diffusées sur une chaîne de télévision russe, on peut y voir une longue file d'attente d'habitants dans le brouillard avec leurs affaires. Selon des médias russes, ils seront dirigés vers la Crimée, Krasnodar et d'autres régions plus éloignées. J'ajoute que le président russe Vladimir Poutine a instauré la loi martiale dans les territoires annexés qui sont Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporijia. La loi martiale entrera en vigueur dans ces territoires à partir de jeudi à minuit. L'Union européenne a rassemblé des preuves démontrant que les drones utilisés par la Russie contre l'Ukraine ont été fournis par l'Iran et prépare des sanctions contre Téhéran. Je vous propose d'écouter dans ce contexte la porte-parole de la Commission européenne. Il y avait un accord politique largement partagé sur le fait que l'Union européenne devait réagir rapidement. Maintenant que nous avons réuni suffisamment de preuves, nous travaillons sur une réponse européenne claire, rapide et ferme. Une page d'écologie maintenant. Je vous propose de partir en Afrique du Sud où des plages vierges se retrouvent grignotées par les intérêts miniers. Doring Bay, c'est un bout immaculé de côte sud-africaine. Eh bien, cette ville fait l'objet d'une bagarre de sourdes entre opposants écologistes et amoureux de leur coin contre une industrie minière insatiable. Valentine Exantus. Sur cette plage autrefois sauvage, coquillages et flamants roses cohabitaient sans encombre. Mais aujourd'hui, au large de ce littoral en Afrique du Sud, un énorme trou. Conséquence d'une exploitation minière de diamants et d'autres minéraux lourds comme le zircon. Ici, à Doring Bay, plusieurs autres trous comme celui-ci ont vu le jour. Leur apparition a rendu l'accès à cette plage quasiment impraticable, un crève-cœur pour les habitués de ce coin de paradis. Je m'y promenais avec mon chien il y a longtemps. Je ne veux pas y marcher. C'était ma route préférée pour marcher sur la plage paisible. Vous ressentez certaines choses une fois que vous êtes en phase avec la nature. Donc pour moi, marcher dans cette zone avec un chien, ce ne sera pas la même chose. Voilà mon sentiment personnel sur l'exploitation minière dans notre région. La présence des mines entre mer, plage et terre n'affecte pas uniquement les personnes de passage dans la zone. Elle impacte aussi les pêcheurs qui, eux aussi, sont victimes de cette exploitation qui menace leur activité. Si nous nous rendons dans les zones qu'ils exploitent aujourd'hui, les poissons ont tous disparu. Ils draguaient pour trouver des diamants et le fond de l'océan est vide. Les poissons sont partis. La zone qu'ils ont endommagée était la zone la plus fructueuse pour la pêche. Maintenant, ils l'ont vidée. Dans ce petit village de pêcheurs d'un peu plus de 1200 habitants, certains perçoivent pourtant cette exploitation minière comme une réelle opportunité économique. Je dirais qu'il n'y a pas d'avenir pour la plupart des gens de Doring Bay. La seule chose était la société de pêche Oceana, et c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Ils devront aller dans d'autres villes comme Cape Town ou Johannesburg. Malgré les revendications des amoureux de ce village côtier, la mine existante exploitée par la société australienne Minerals Commodities a obtenu une autorisation auprès du gouvernement sud-africain pour étendre ses activités à 10 autres plages supplémentaires. Une décision jugée désastreuse par les militants écologistes. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci encore de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Sud. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour l'édition de la mi-journée. Bonne soirée à tous.